chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, on revient sur la tournée du président Ange Razouel dans le sud-ouest du pays. Après Ampani, Itampulu et Anjok, le président s'est rendu à Tuliar pour apporter son soutien aux sinistrés du cyclone Ondé. La capitale de la région, Atsimonjefan, a été durement touchée avec des milliers de personnes déplacées et de nombreuses familles contraintes de quitter leur foyer. Le chef de l'État a une fois de plus prouvé que celui qui aide dans les moments difficiles est un véritable ami et a réaffirmé son engagement à travailler pour le peuple. Détails sur les images de Judikael Ranjenirin. À la suite des inondations qui ont frappé Tuliar, plus de 2500 habitants ont dû être relogés dans 2 centres d'hébergement, dans le gymnase de la ville. Malgré la nuit, le président Ange Razouel s'est rendu sur place pour rencontrer et réconforter les sinistrés. Il a distribué des aides composées de sacs de riz pour chaque famille, de pâtes, de légumineuses, de sardines et d'autres produits de première nécessité. Le véritable ami est celui qui ne vous abandonne pas dans les moments difficiles, a-t-il déclaré, ajoutant que le vrai dirigeant est celui qui œuvre pour son peuple. L'eau étant encore présente dans plusieurs quartiers de Tuliar, le président a souligné l'urgence de prévenir la propagation des maladies. Ainsi, l'État mettra en place une caravane médicale pour offrir des soins gratuits aux personnes touchées. De plus, les ménages éligibles bénéficieront du programme Tuskafamen, une aide financière destinée aux foyers les plus vulnérables. L'identification des bénéficiaires et la distribution de cette aide seront facilitées grâce au carnet biométrique. En parallèle, le gouvernement poursuivra la distribution de vaccins et de varmour avec un prix de 500 arrières par kapok. Le président a également assuré que l'approvisionnement en électricité de Tuliar serait bientôt résolu grâce à l'installation d'un parc solaire de 5 MW. Pour les foyers encore privés d'électricité, la distribution de lampes solaires à Zavanawanau se poursuivra. Le président a insisté sur la nécessité de reconstruire Tuliar dans les plus brefs délais. Il a affirmé que l'État et lui-même sont entièrement mobilisés pour soutenir la population, répondant ainsi aux attentes des habitants de la ville. Il a également donné des instructions pour accélérer la réhabilitation des infrastructures détruites par le cyclone. Et dans les actualités également, le prix du carburant à la pompe a de nouveau changé cette nuit pour ce mois de mars. Le litre d'essence a baissé de 180 arrières, tandis que le gasoil a augmenté de 80 arrières. Le pétrole lampant a connu une hausse de 200 arrières. Des fluctuations de prix qui concernent tous les consommateurs en raison de l'entrée de Madagascar dans le système d'ajustement automatique des prix, selon le directeur général par intérim de l'OMH, lors d'une conférence de presse cet après-midi. Andenena Martina, Nzaranjansu. C'est le 3e ajustement des prix du carburant pour l'année 2025. Comme on peut le constater, le prix du litre d'essence a encore baissé. Fixé à 5500 arrières en février, il a diminué de 180 arrières pour atteindre 5320 arrières ce mois de mars. En revanche, le gasoil a connu une hausse de 80 arrières, passant de 4890 arrières en février à 4970 arrières actuellement. Même constat pour le pétrole lampant qui a augmenté de 200 arrières. Son prix passant ainsi de 2630 arrières à 2830 arrières le litre. Selon ces chiffres, le plafonnement des variations de prix de 200 arrières instauré par les autorités a bien été respecté selon Ravel Sidonin, le directeur général par intérim de l'OMH. De nombreux paramètres et calculs entrent en jeu pour permettre cet ajustement des prix des carburants. Il s'agit non seulement du suivi des prix sur le marché international, mais aussi des devises. C'est pourquoi cet ajustement se fait entre le 1er et le 5e jour de chaque mois. Cette entrée de Madagascar dans le système d'ajustement automatique des prix s'inscrit également dans l'accord conclu avec le Fonds monétaire international. L'objectif est d'assainir et d'effacer la dette de Madagascar envers les opérateurs pétroliers,
mais aussi d'assurer le financement des subventions étatiques dans le secteur des hydrocarbures pour soutenir divers projets de développement. Actuellement, Madagascar bénéficie d'un soutien financier à hauteur de 103 millions de dollars dans le cadre des programmes FEC et FRD. Dans un tout autre sujet, la difficulté à l'accès au financement constitue un obstacle majeur empêchant de nombreuses femmes d'intégrer le secteur de l'entrepreneuriat. Pourtant, leur rôle est essentiel dans le développement du pays. C'est dans cette optique que le label Impela-Pare a été créé. Ce programme permet aux femmes entrepreneurs ou salariées d'accéder à des prêts allant jusqu'à 50 millions d'ariars auprès de Poscha Finance, une branche de l'entreprise publique Poscha Malagasy. Andena Martina, Sech Anjanab. L'un des principaux freins à l'essor des entreprises dirigées par des femmes est le manque de financement. Pourtant, les statistiques montrent que de plus en plus de femmes rejoignent les institutions de microfinance et d'épargne. Chez Poscha Finance, en particulier, 50% des membres sont des femmes et elles respectent scrupuleusement leur engagement en matière de remboursement. L'objectif de Poscha Finance est de favoriser l'autonomisation économique des femmes et d'améliorer leur environnement entrepreneurial. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l'institution met en place des conditions avantageuses pour les prêts destinés aux femmes entrepreneurs. Durant tout le mois de mars, les femmes pourront bénéficier de prêts allant de 5 à 50 millions d'ariars avec des conditions facilitées. Poscha Finance, qui couvre actuellement 6 chefs-lieux de région, a été officiellement lancé en septembre 2024 et continue d'élargir son offre pour soutenir le développement des femmes entrepreneurs à Madagascar. Dans les actualités également, afin de rehausser le niveau des formations dispensées aux étudiants et de garantir qu'ils obtiennent un emploi stable à l'issue de leur formation, un accord de coopération a été signé aujourd'hui entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et une entreprise impliquée dans la construction d'infrastructures et de travaux publics. Ainsi, de nombreux étudiants pourront effectuer leur stage au sein de cette entreprise après cette signature de partenariat entre les deux parties aujourd'hui. L'objectif de la mise en œuvre de la stratégie système d'alternance initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est de permettre aux étudiants venant de terminer leur formation d'intégrer immédiatement le marché du travail. C'est le but de la collaboration de ce ministère avec des entreprises privées pour pouvoir embaucher des jeunes qui viennent de terminer leur formation ou d'effectuer des stages au sein de l'entreprise à la fin de leur formation. Dans ce cadre, une signature de partenariat a été effectuée aujourd'hui entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et une entreprise impliquée dans la construction d'infrastructures et des travaux publics. Cette entreprise déclare être toujours prête à soutenir la jeunesse malgache dans la recherche d'emploi. On est pluriactivité, donc je pense qu'on répond à tous les critères de l'enseignement professionnel parce que l'ensemble des étudiants vont trouver un objet, un travail, une appétence dans ce qu'on réalise. Donc là-dessus, c'est une force qu'il faut mettre au service de Madagascar et pour former les jeunes à tous les métiers de la construction. C'est ça qui est très important. On ne travaille pas à Katana, on est aussi sur les côtes, on est à Diego, on est à Fort-de-Fin, on est à Tular, on est à Tamata. Donc peu importe le lieu, on peut aussi associer des jeunes qui sont sur les côtes parce qu'il n'y a pas que Tana à Madagascar, on le sait tous. Donc ça permet d'avoir, beaucoup de force de proposition. Maintenant, c'est la volonté des jeunes. Voilà. Un jeune, quand il rentre chez nous, il fait sa carrière. Les carrières, ce n'est pas un tapis rouge. Il faut avoir la motivation, l'envie, l'assiduité. Donc je pense que ça, on peut aussi leur inculquer, parce que c'est le mode professionnel dans le secteur privé, où il y a des règles. Mais pour avoir formé beaucoup de jeunes, on a très peu d'échecs. Hein. Il y a beaucoup de réussites. Et une fois qu'ils rentrent dans notre société, on leur apprend l'amour du travail et que finalement, on arrive à se sociabiliser, à avoir beaucoup de réussite sociale. L'objectif du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est d'élargir cette collaboration à d'autres écoles techniques de l'île ainsi que d'autres entreprises privées.
Tourisme à présent, le Madagascar Boogie 2025 se tiendra en avril, réunissant les champions internationaux du parachutisme. Cet événement vise à promouvoir Madagascar sur le marché international à travers le tourisme et le sport. Des parachutistes américains, espagnols, australiens et anglais feront partie des participants du Madagascar Boogie 2025. Parmi eux, les champions du monde, Kurt Bartholomew et Timothy Parent. L'événement se déroulera à Nosy-Be et Murundave. Cet événement est une opportunité pour positionner Madagascar sur le marché international. L'objectif est de montrer que notre pays peut accueillir divers types de tourisme tout au long de l'année. C'est la première fois qu'un événement de ce genre est organisé à Madagascar. Il contribuera à faire connaître notre île à l'étranger. L'événement se tiendra du 1er au 5 avril à Murundave, puis du 5 au 13 avril à Nosy-Be, Elville. Et puis la région d'Atsimotsnan, notamment la ville de Vangaijan, regorge de trésors touristiques encore méconnus. Entre paysages naturels d'exception et savoir-faire artisanal unique, elle a tout pour séduire les visiteurs en quête d'authenticité. Toujours un reportage de Fin de Sénémireille. Niché entre l'océan et des cascades spectaculaires, Vangaijan possède un potentiel touristique considérable. Ses plages, ses rivières et ses sites naturels offrent un cadre idyllique pour les amoureux de la nature et de l'évasion. L'artisanat local, en particulier la vannerie, reflète un savoir-faire ancestral qui mérite d'être mis en valeur. Cependant, cette richesse reste encore insuffisamment exploitée. Conscient de cet enjeu, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, à travers sa direction régionale, s'attelle à structurer le secteur. L'intégration des opérateurs touristiques dans un cadre légal, notamment via le paiement de la vignette touristique, permettra de dynamiser l'économie locale. Ces fonds contribueront au développement de l'Office régional du tourisme, à la création d'emplois et à l'amélioration des infrastructures, faisant ainsi de la région une destination incontournable. L'environnement a été au cœur du colloque international de l'innovation pour la démocratie, que ce soit en termes de préservation que pour les intérêts communs, notamment dans la participation des citoyens locaux dans la démocratie, durant la deuxième et dernière journée du colloque hier à Larbi. Les communautés de base, ceux qui vivent au niveau des zones protégées, doivent être écoutés et soutenus afin de pouvoir établir des stratégies dans ce sens, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, durant la clôture du colloque hier. Natera Koutmaf. Les communautés locales sont souvent omis en matière de consultation pour le développement des secteurs communs. Pourtant, ils doivent et ont la responsabilité d'émettre leur opinion en tant que citoyens vivant dans la société et en tant que citoyens qui constituent cette société. Ces communautés de base doivent être éduquées, sensibilisées mais surtout motivées pour participer au développement du pays afin de permettre une bonne démocratie. Pour Madagascar en particulier, le domaine de l'environnement est particulièrement mis en exergue, un secteur encore peu discuté dans le pays. Non, c'est une très bonne chose, c'est un honneur, ça va faire en sorte que Madagascar soit un peu plus sur la carte, sur ces sujets qui sont primordiaux, surtout en ces temps difficiles pour le multilatéralisme. Madagascar veut vraiment se positionner comme une terre où on peut évoquer ces sujets, où on peut discuter de ces sujets et où des compétences et des expertises peuvent se retrouver. Nous avons l'exemple aujourd'hui durant cette conférence inaugurale avec le professeur Achille Bembe, avec qui j'ai eu l'occasion de faire une conférence, avec aussi monsieur l'ambassadeur de France. Et depuis hier et toute la journée aujourd'hui, il y a de nombreuses expertises qui s'échangent sur tous ces sujets qui sont de la plus haute importance. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Madagascar. L'intérêt commun, soit le développement du pays, tel est l'objectif. Il a été alors discuté durant le colloque international de l'innovation pour la démocratie que cette démocratie est un des moyens afin de parvenir à cet objectif à travers des consultations, que ce soit dans le pays qu'au niveau international, dans le cadre de la mise en place de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, dans l'antenne régionale océano-indien a été mise en place à Madagascar.
C'était un panel très intéressant dans le sens où on a essayé d'analyser les différents modèles de gouvernance pour la biodiversité, comment lier la protection de la biodiversité avec la démocratie, les droits coutumiers, les populations locales, comment aussi lier les engagements internationaux avec les priorités nationales, les stratégies nationales. Donc beaucoup de réflexions très intéressantes, aussi des questions très pertinentes et des commentaires de la part du public. Donc nous à Madagascar, la biodiversité, on sait qu'on est un des pays les plus importants en termes de biodiversité dans le monde, 80% d'espèces endémiques, 5% de la biodiversité mondiale, et pourtant avec énormément aussi d'enjeux sociaux. Donc c'était une conférence très intéressante. Le colloque international de l'innovation pour la démocratie s'est clôturé hier à l'Arbi, sous la direction des 3 ministères, le MAE, le MED et le MESUPRES. Et dans la page culturelle, afin de promouvoir le cinéma malgache et de valoriser les acteurs ainsi que les producteurs de films locaux, le ministère de la Communication et de la Culture organise la première édition de Madagascar Film Festival ISSM Awards. La réception des œuvres en compétition prendra fin le 7 mars prochain. Les 5 catégories seront en lice. Les détails. Bien que le cinéma malgache compte aujourd'hui de nombreux adeptes, il ne connaît pas encore le développement qu'il mérite. De plus, les investisseurs se font rares dans le soutien de cette industrie, selon le directeur de l'Institution du cinéma de Madagascar, ISSM. Face à cette situation, le ministère de la Communication et de la Culture lance l'événement Madagascar Film Festival ISSM Awards pour récompenser les professionnels du secteur. Le concours se divise en 5 catégories: fiction, documentaire, animation, série et long métrage. Seules les œuvres produites entre l'an 2000 et 2024 seront prises en compte pour la sélection d'après les précisions apportées. La réception des œuvres prendra fin le 7 mars à l'ISSM Analakeli. Toutes les informations relatives au Madagascar Film Festival ISSM Awards sont également disponibles sur la page officielle de l'ISSM sur Facebook. À noter que le premier film malgache remonte à 1937 et porté sur Victoire Assourmanarif. Et à l'international, le carême catholique débute ce jour au Vatican, en l'absence du pape François, toujours hospitalisé dans un état stable pour une double pneumonie qui alimente les inquiétudes. France 24. Effectivement, c'est une période de très forte incertitude au Vatican, pendant laquelle nombreux sont ceux qui se posent la question: qui gouverne l'Église alors que le pape est malade? Et la réponse n'est pas simple, car il existe une zone grise dans le droit canonique, c'est-à-dire la loi de l'Église. À partir du moment où le pape rentre à l'hôpital, il n'y a aucune disposition en cas de problème très grave qui ferait que le pape perd sa lucidité, s'il tombe dans le coma ou s'il n'est plus conscient. Le Vatican est une monarchie absolue, élective, de droit divin. Le pape dispose d'un pouvoir plénier, il est élu à vie, il ne peut pas être remplacé temporairement. Voilà pourquoi dans les communiqués du Vatican, il y a souvent une mention faite à son état de lucidité. Ils décrivent le pontife, je cite, alerte, orienté, coopératif. Ils indiquent également souvent qu'il travaille depuis sa chambre d'hôpital, une façon de dire qu'il n'y a pas de vide du pouvoir au sommet de l'Église et que le pape François continue à diriger les affaires de l'Église catholique. Le président américain Donald Trump a affirmé avoir reçu l'assurance de Volodymyr Zelensky qu'il était prêt à négocier en vue d'une paix durable avec la Russie. Les regrets du président ukrainien sur leur altercation dans le bureau ovale semblant ouvrir la voie à une reprise du dialogue. France 24. Il s'agit de ça justement, il s'agit de renouer le dialogue. On voit Volodymyr Zelensky multiplier les appels du pied. Il s'est répandu en remerciements, en exprimant sa gratitude au peuple américain ces derniers jours, pas seulement dans cette adresse. Alors on n'a pas eu de confirmation que cette lettre avait été envoyée à Washington. En revanche, ce dont Donald Trump a parlé reprend exactement ce qui a été publié par Volodymyr Zelensky lui-même sur ses réseaux sociaux hier soir. Il n'y a pas de nouveauté côté ukrainien, puisque Volodymyr Zelensky réitère le fait que l'Ukraine est prête à signer cet accord sur les terres rares
tout comme l'Ukraine était prête à le signer vendredi avant que Volodymyr Zelensky ne soit jeté dehors de la Maison-Blanche par ses hôtes Donald Trump et J.D. Vance. La position ukrainienne en cela n'a pas changé. En revanche, Volodymyr Zelensky tend la main plusieurs fois à son homologue américain. Il faut noter qu'après cette première adresse sur ses réseaux sociaux, hier soir, Volodymyr Zelensky a à nouveau pris la parole pour expliquer qu'à la fois l'Ukraine et les États-Unis méritaient un dialogue respectueux. Donc il ne s'excuse pas de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche puisque c'est lui qui s'est fait jeter dehors et c'est lui qui s'est fait crier dessus par Donald Trump et J.D. Vance. En revanche, il reconnaît que cet incident est regrettable, qui n'aurait pas dû avoir lieu, et il essaye de renouer le dialogue alors que l'Ukraine essaye aussi de savoir où elle en est en ce qui concerne l'aide militaire américaine. Je rappelle qu'officiellement, aucune communication n'a été faite à Kiev à ce sujet. Emmanuel Chaz à Kiev. Merci. Et pour terminer, les dirigeants arabes ont adopté hier un plan pour la reconstruction de la bande de Gaza, mettant à l'écart le Hamas. Ce plan est présenté comme une alternative au projet de Donald Trump de placer le territoire sous contrôle américain et de déplacer les Gazaouis. Selon le texte, 53 milliards de dollars seront investis dans l'enclave durant 5 ans. France 24. 53 milliards de dollars. C'est la somme nécessaire selon les dirigeants arabes réunis au Caire pour reconstruire Gaza. À travers un fonds ouvert à tous qu'ils entendent créer, ils proposent d'agir en 2 temps. Une première phase de 6 mois pour déblayer, déminer et installer des logements préfabriqués pour près d'1,5 million d'habitants. Puis une phase de reconstruction et de développement de 4 ans et demi. Une manière d'écarter le projet de Donald Trump d'une administration américaine du territoire palestinien vidé de ses habitants, clairement rejeté dans le communiqué final, tout en espérant embarquer le président américain dans leur direction. L'Égypte a travaillé en coopération avec l'État de Palestine et les institutions internationales pour former un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens. Je suis convaincu que le président Trump est capable, à la lumière de notre volonté sincère, de parvenir à la paix dans notre région. Les membres du comité en charge de la première phase du plan arabe auraient déjà été désignés. Pour la suite, les leaders réunis au Caire semblent acter la mort politique du Hamas, ce qui n'empêche pas le mouvement islamiste de saluer l'adoption du plan. Les dirigeants de la région misent en revanche sur le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, 18 ans après en avoir été chassé par le Hamas. Une opportunité inespérée pour le président Mahmoud Abbas qui assure être prêt à organiser des élections d'ici 1 an. Et une manière pour ceux qui avaient délaissé la question palestinienne de la remettre au centre des discussions. C'est la seule façon d'amorcer un processus qui crédibilise d'ailleurs une nouvelle autorité palestinienne. Oui. C'est la meilleure façon de faire admettre, y compris au président Trump, qu'il faut in fine aboutir à la création d'un État palestinien, que c'est la meilleure sécurité, y compris pour Israël. Au-delà du président américain, la mise en place de ce plan nécessitera d'une manière ou d'une autre la collaboration des autorités israéliennes, ce qui est loin d'être gagné. Un porte-parole du gouvernement de Benyamin Netanyahou a d'ores et déjà critiqué l'absence de condamnation des attaques du 7 octobre 2023 dans les documents de travail du Caire. Et c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après votre série Strike Back. Au revoir et bonne soirée sur Viva.